Chers amis, bonjour et bienvenue sur ABC. Voici donc une nouvelle émission et une émission qui va vous permettre de voyager, peut-être de vous dépayser également s'il y a des destinations qui vous font rêver comme l'île de Pâques, la Toscane, le Connemara, le Japon, le Colorado, la Thaïlande, l'Amazonie. Si tous ces endroits vous donnent envie de partir en voyage et que vous n'avez pas nécessairement soit les moyens, soit la disponibilité à l'instant T, bien rassurez-vous, il n'est pas nécessaire d'aller au bout du monde pour découvrir justement ces endroits féeriques. Il y a des tableaux de ces lieux d'exception et on les évoque en France car ces endroits existent également en France. Oui, absolument. Il y a une journaliste qui a décidé d'en rédiger un très bel ouvrage, plus d'une trentaine de destinations françaises qui vous font voyager dans le monde entier tout en restant dans l'Hexagone. Et c'est ça l'originalité, son visage vous la connaissez, sa voix aussi, elle vient de la radio et de la télévision, journaliste, animatrice sur C8. Et sans savoir qu'elle aime l'andouille et les bonbons, elle n'est pas fan non plus du poulet basquez, malgré certaines origines. Vous aurez reconnu incontestablement mon invité Caroline Iturbide. Et là, sur ABC, à tout de suite. Voilà, merci d'être avec nous et merci évidemment de partager cette émission. Vous connaissez le principe avec tous les petits pouces, les petits commentaires et autres. Et on donnera toutes vos questions et vos suggestions à notre invitée Caroline. Bonjour. Bonjour, comment ça quel va? bonheur de t'accueillir ici sur ce plateau. On se sent trop bien ici. C'est vrai? Tu sais, j'ai envie de mettre mes pieds comme Mais ça. J'ai vu que tes invités, il y en avait qui étaient pieds nus, Ouais. en grande détente. Même s'il y a peut-être un côté un peu psy, le divan Bah, et le tout, côté je sais pas canapé, jusqu'où ça ouais. va aller. Ouais. Merci, Mais merci. on est hyper bien. Alors moi J'adore. j'aime beaucoup Caroline et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'effectivement elle a un parcours extraordinaire depuis notamment la création de la chaîne D8 et Ouais. ensuite C8. Tu vas nous parler de tout cela. On va revenir sur ce que tu préconises. Tu t'arrêtes de temps en temps pour regarder un petit peu, comme on dit dans le rétro, pour voir ce que tu as fait, où t'en es. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai entendu cette phrase, je pense, un jour dans ma vie. Je crois même pas que ce soit mes parents qui me l'aient dit ni rien, mais j'ai entendu « je dormirai quand je serai vieille ». Et c'est arrivé comme un truc, comme une sorte de mantra. Et je me dis toujours ça. Je me dis, écoute, quand tu seras vieille, ma cocotte, tu n'auras plus le temps de partir, de te lever, de faire des trucs. Donc, c'est rare que je m'arrête, que je me pose, ou même que je fasse des espèces de bilans sur ma vie. Non, je suis plutôt tournée vers ce qui va se passer, mais dans le sens, comme j'ai peur qu'il y ait des trucs qui s'arrêtent, je suis toujours en train de créer des choses. C'est pas d'une sérénité absolue. C'est vrai, Je t'es vois pas angoissée? le parcours. Bah, en fait, après, chacun sa définition des mots, tu vois, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise un peu des mots qu'on galvaude comme ça. Donc, angoissée, non, parce que ça crée pas des angoisses chez moi. Il ne faut pas que je m'arrête trop longtemps sur les notions, effectivement, de pourquoi je fais tout ça, qu'est-ce qui me pousse à faire tout ça. Parce que c'est vrai que derrière la curiosité que je peux avoir de manière naturelle et l'envie et l'énergie, Ouais. je pense que derrière, il y a quand même ce petit truc flippant de tout peut s'arrêter. En fait, je le sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, je retarde absolument ce moment. Est-ce que tu sais d'où ça vient, ça? Ben, figure-toi que non. Enfin, Tu t'es déjà posé la question au moins ou pas? bah, en fait, je sais de ma vie personnelle, de mon expérience, de mon histoire, en fait, je sais que tu peux avoir beaucoup et du jour au lendemain, tu peux ne plus rien avoir. Quoi, quand je dis ça, c'est vraiment du matériel. Hein. Je ne parle pas des choses qui sont encore plus graves, la santé, la maladie, la mort, etc. Je parle vraiment sur le plan, tu peux avoir une maison, 3 voitures, une vie très confortable et du jour au lendemain, ne plus l'avoir. C'est du vécu, ça. Ça, c'est du vécu. Mais quand j'y repense, je le vis pas comme quelque chose de super triste ou de super grave. Je le vis quand même comme une période d'inconfort, mais dans laquelle tu vas chercher des ressources et finalement des moyens de te dire on va dépasser ce moment-là. Mais c'est vrai que il y a un moment où c'est un peu que de la survie. Et puis ce système-là, en fait, je pense que ce mécanisme en fait, s'est mis en place à ce moment-là. Et je me suis dit, alors là, par contre, les gars, comme je sais que ça peut s'arrêter, si tu n'as qu'un truc et que tu le perds, là, pour le coup, c'est l'angoisse totale. Donc c'est vrai que je pense que je multiplie un peu toutes les expériences, toutes les rencontres, toutes les choses, toutes les opportunités. En fait, je les saisis
pour les transformer en quelque chose d'un peu durable, parce que je sais que même parfois, c'est pas toi qui décide que ça va s'arrêter, c'est vraiment la vie qui fait des choix pour toi. Donc, bon, on va voir un petit peu ton parcours de vie. Ça commence bien. Ça commence très fort. Bon, Alors j'ai même pas pris de mouchoir. Il y a ce qu'il faut. Il y en a. On a la boîte qui Si va jamais. bien. Il y a toujours une boîte à proximité parce qu'il y a eu de très belles émotions ici partagées. Donc, Tu m'étonnes. Si l'émotion est là, c'est voilà. Est-ce que tu te livres facilement? Oui. Est-ce que tu parles facilement de toi, de ton parcours, de ta vie? Ça te pose pas de Ouais, problème? j'ai pas beaucoup de tabous, j'ai pas beaucoup de choses, j'ai pas de secrets voilà, que je garde au fond de moi. Non, j'ai toujours beaucoup parlé. Je pense que j'ai hérité de ça de ma mère, qui est vraiment dans un système de communication très intense. Ça sent un peu le reproche. Non, mais j'avais vraiment les deux. Ouais. J'ai un père assez taiseux, assez dans une forme de sagesse de choses, des Ouais. choses, et j'ai une maman qui est très dans la communication. Et j'ai clairement pris de son côté. Non, en fait, j'aime bien parler parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand tu parles de ce qui t'est arrivé, de tes expériences, de ce que tu cherches, en fait, il y a toujours un moment donné sur le chemin où tu vas tomber sur quelqu'un, il va y avoir des espèces de synchronicité et en fait, ça va ouvrir des espèces de portes sur des choses que si tu le gardes pour toi, bah, t'avances pas en fait. Donc je me suis dit, parfois, je pense que je suis assez saoulante. C'est une belle sagesse et c'est une belle philosophie de vie. Est-ce qu'on te l'a inculqué ça, ou est-ce que c'est un truc et c'est la vie qui t'a imposé ça et qu'avec voilà, la maturité fait qu'à un moment donné tu prends conscience de ça? Non, c'est vraiment un mélange. Encore une fois, j'ai vraiment une maman qui est dans la communication, qui nous a toujours exprimé ses sentiments, ses ressentis, ses émotions, qui nous a dit depuis qu'on est petit, je vous aime, mes filles, etc. Oui, donc t'as c'était 3 sœurs, très, hein, ouais, c'est ça? j'ai 3 sœurs. Ouais. Donc ça, c'était très le côté de ma mère. À l'inverse, chez mon père, c'était très silencieux. Et d'ailleurs, ça provoquait vraiment là, pour le coup, des angoisses. C'est-à-dire qu'en fait, même aujourd'hui, quand je me retrouve face à quelqu'un qui est très taiseux, je le respecte beaucoup plus aujourd'hui, mais c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je comble en fait son silence à lui par mes mots à moi, parce que sinon, en fait, j'ai du mal avec le vide de manière générale. Tu vois, c'est pour ça que que je multiplie les expériences, que je multiplie les choix, parce qu'en fait, la peur du vide me guette, et donc la peur du silence, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Pourquoi il n'exprime pas ce qui se passe? Alors que parfois, tu n'as juste pas besoin de parler, et tout se passe très bien, et ça ne veut pas dire que tu es mal, ou des choses comme ça, mais c'est vrai que j'ai vachement tendance à essayer de mettre des mots sur tout, et je fais ça avec mes enfants, et je pense que je leur prends la tête, en fait. J'ai une fille et un garçon, donc je vois bien que chez ma fille, je ne veux pas faire de sexisme, mais c'est beaucoup plus naturel chez elle de me raconter sa journée, ses émotions, ses copines, ses histoires, ce qu'elle ressent sur tous les sujets de la vie. Mon fils, j'y vais, mais avec le truc, je suis là, mais est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens? Et c'est vrai que c'est moins masculin d'aller chercher un peu, Tu sais que de ça, descendre en fait. quand on a une maman comme ça peut être vite fatigant. Hein. Je sais. D'ailleurs, je leur dis, pardon. Je leur dis, mais pardon d'avance. Et vraiment, si je suis trop saoulante, vous me foutez dehors. Voilà. Alors on va parler encore une fois de toi, et je suis vraiment très content. Je vais vous expliquer comment Caroline se retrouve sur ces canapés, parce que lorsqu'on avait eu l'occasion évidemment de publier, on le fait tous les jours, des petits extraits, des petits teasers sur Instagram, sur les réseaux sociaux, des différentes émissions, tu tombes dessus et tu as mis une petite phrase qui m'a beaucoup touché, où tu as dit, mais j'adore cette chaîne, c'est ce que tu as dit. C'est vrai. Et je me suis dit, mais attends, mais il faut qu'elle vienne parler, voilà. Surtout qu'en plus le bien-être et tout ça sont des choses j'adore. que tu connais, que tu maîtrises. Ouais, c'est mon monde. Et on va parler de ce petit bébé, c'est ton bébé. Hein. Ouais, c'est mon petit bébé. C'est ton petit Un de mes bébé. petits bébés. Un tour du monde en France. Je disais qu'il y a des destinations qui font rêver, évidemment, l'île de Pâques, la Toscane, le Connemara, Colorado, c'est des endroits où on se dit, waouh, ça doit être magnifique. Ouais. J'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, je sais pas quand, c'est toujours évidemment toujours un peu fastidieux que d'organiser ce genre de voyage. Eh bien, on a tout ça dans l'Hexagone. On a tout ça en France. Ouais, et j'ai été la première surprise, je vais te dire, parce que moi, j'ai une culture du voyage, là aussi, que mes parents m'ont donnée, surtout ma mère, qui était hyper attachée au fait que on devait voyager, on devait partir, on devait bouger. Elle nous a fait des trucs de fou. Elle nous a envoyés, on avait 12 ans dans des familles inconnues où on devait se débrouiller. C'était soit pour parler espagnol, soit pour parler italien, soit pour parler anglais. Et on n'avait pas le choix, c'était comme ça. Donc j'ai vraiment cru pendant très longtemps qu'il fallait absolument partir à l'étranger pour passer des bonnes vacances, pour en mettre un peu aussi
plein la vue aux autres. Oui, je suis partie au bout du monde, etc. Et en fait, il y a eu le confinement. Donc, on s'est tous retrouvés un peu dans la même situation à être coincés en France. Et je me disais, putain, ça va pas être pour demain, les voyages, les plages, les Caraïbes, les trucs, les machins. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on avait en France, aussi grâce à William Lémergie, en fait, qui m'a proposé une chronique sur la France et qui m'a dit, écoute ma tutu, ce qu'il m'appelle comme ça, tu te débrouilles, tu me trouves une idée, je veux qu'on reparle de la France, mais d'une manière un peu originale et un peu jamais vue. Et j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à chercher. Je me suis rendu compte qu'effectivement, dans le Luberon, on avait... alors, c'est des tout petits espaces, en fait. C'est vraiment, il faut regarder le truc par le trou de la serrure. C'est... sur quelques kilomètres carrés, tu as dans le Luberon quelque chose qui te fait penser au Colorado. Mais vraiment, si tu fermes les yeux et que tu ouvres les yeux, tu te dis, je suis au fin fond des États-Unis. Il y a dans le Perche... certains coins du Canada. Il y a en Aubrac des endroits qui nous font penser à la Mongolie. Donc si on choisit vraiment super bien ces destinations, avec le bon hébergement, la bonne activité à faire, et ben en fait, on vit une expérience en France et pas juste un week-end basique. C'est ça, le Colorado en provençal, la Laponie dans le haut du Jura, l'Australie dans le Gard. Tu es allé dans tous ces endroits en France ? Quasiment. Franchement, j'ai dû tricher sur une ou deux destinations. C'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, vraiment, est-ce que tu es allé partout dans ce que tu dis ? Parce qu'il y en a, oui, il y en a en fait, je suis allée partout hein. parce que j'ai beaucoup aussi... j'ai beaucoup bougé en France, mais... Il y avait c'est presque, il y a des trucs, c'est carrément des souvenirs où je me dis, ah, mais tiens, je me souviens quand j'étais petite dans le Pays Basque, enfin du côté d'Osgore, je trouve qu'il y avait un côté un peu Californie, un peu Costa Rica. Après, j'étais allée au Costa Rica, donc je m'étais refait la réflexion dans l'autre sens. Donc, j'ai quasiment tout visité. Il y en a 2, 3, en fait, on hésitait avec l'éditeur sur des destinations. Donc là, j'ai dû vraiment faire appel aux gens du coin, en fait, mais qui sont les meilleurs, parce que c'est eux qui ont soit créé des hébergements insolites, soit qui ont les meilleures petites adresses. Et puis, ils me disent, bah, t'appelles machin qui a créé des tipis à tel endroit, qui te donne l'adresse d'un resto incroyable qui n'est absolument pas dans les guides qu'on a l'habitude de lire, etc., etc. Et en remontant comme ça la ficelle des gens des régions, on arrive à un petit bouquin qui est un peu, c'est un peu des petites pépites, c'est un peu des petites adresses secrètes aussi. Absolument, parce que c'est plein de bons conseils pour séjourner évidemment sur place, des endroits où tu peux déjeuner, dîner. Des activités insolites, parce que moi, plus c'est insolite et plus ça me plaît. C'est vrai. Tu disais, j'ai toujours été très casse-cou, même si tu t'es calmé un peu là, depuis quelque temps. J'ai vu un truc. Et alors, je ne sais pas si j'ai mis, d'ailleurs, je suis en train de me poser la question, je ne sais pas si j'ai mis la photo. J'ai vu cet endroit absolument incroyable où tu décides de dormir sur... c'est une tente qui est sur une falaise, mais vraiment, tu es dans le vide total et tu passes la nuit sur cette tente qui est suspendue dans le vide. Ouais, alors ça s'appelle du portaledge. Et en fait, si tu veux, j'ai... un peu comme tout le monde aujourd'hui de ma génération, je passe ma vie sur les réseaux sociaux, les Instagram, les machins, donc les gens qui te font rêver à travers des images. Et à chaque fois, je fais mes petites captures d'écran que je mets dans un petit dossier, ma wish list un peu, tu vois, ma liste de rêves. Soit de destination, soit de... Parce qu'en fait, il n'y a pas que ça qui m'intéresse, mais c'est vrai que j'adore aller découvrir des endroits nouveaux et après les faire partager. Et je vois ce truc. Et d'ailleurs, je pense que celle qui m'avait inspiré ça, c'était Laurie Tillman, qui m'a l'air d'être assez casse-cou aussi dans le genre, qui avait, ancienne Miss France, qui avait dormi comme ça, donc à flanc de falaise. Je me dis, attends, si Laurie Tillman l'a fait, moi je peux le faire aussi. Et me voilà partie, et je me dis, parfois, c'est un peu mytho les réseaux sociaux. Tu te dis, attends, elle nous dit qu'elle est à 400 mètres au-dessus du vide, en fait, elle est à 20 mètres. Elle nous dit qu'elle a dormi là, en fait, elle a passé 5 minutes pour faire sa photo. Enfin bon, donc je voulais vraiment vivre l'expérience portaledge. Et donc je l'ai fait. Et c'est vraiment... Alors, tu as vraiment l'impression que tu vas mourir. Donc, tu te dis, mais pourquoi je me suis embarquée dans cette galère? Et en même temps, une fois que tu es là, moi, je ne peux plus reculer parce que je me dis, c'est mon côté... allez, tant pis, il faut que je le fasse quand même. Et donc, tu dors réellement à flanc de falaise, qui est une falaise qui est comme ça. Vraiment, elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. Le truc, il est comme ça. Et au-dessous de toi, tu as 400 mètres de vide. Et donc, en fait, parce que tu ne peux pas t'empêcher d'y penser, la corde lâche, ce qui n'arrive jamais, hein, mais bon, si jamais ça lâche,
c'est un énorme bye-bye. C'est ça. Et alors, moi, j'invite à aller sur les réseaux sociaux et notamment sur l'Insta de Caroline. Il y a une petite vidéo où on te voit effectivement sur cette c'est une espèce de lit de camp. Oui, c'est un lit de camp. Voilà. C'est un lit de camp qui est à flanc de montagne. Et on voit, tu fais la démarche de filmer comme ça. Mon Dieu, alors, tu as vraiment le vertige. Enfin, il se passe vraiment des choses. Mais quitte à passer une nuit dans le Vercors, il y a quelques endroits en France où on peut le faire, je me suis dit, je préfère le vivre de manière complètement intense et dingue que d'aller dans un hôtel un peu plus classique. Alors tu as découpé effectivement cette France, tu parles du centre, est, ouest, nord, ouest. Tu parles pas du Pays Basque? Assez peu. En fait, je parle, ce qui se rapproche le plus, je parle d'Osgore, qui a un petit côté Costa Rica, et je parle du bassin d'Arcachon, qui ressemble, le désert du Sahara vers la dune du Pilat. C'est vrai que j'ai un peu, écoute, soit c'est un lapsus, soit c'est un acte manqué énorme. Un peu, oui. Je pense personne ne t'a fait la réflexion. J'avais dans ma sélection, j'avais la Californie à Biarritz. Je pense que c'était déjà peut-être un peu vu, revu, re-revu. Donc je pense que l'éditeur l'a supprimé pour ça. Ouais. Après, pour être très honnête, je ne vais pas te sortir les violons et te dire oui, le Pays Basque, pays de mon cœur et tout. Pas du tout. Je suis basque parce que mon père est basque, que j'ai un nom basque, que j'ai galéré avec mon nom de famille. Ouais. Que j'ai même voulu en changer tellement personne n'arrivait à prononcer Iturbide et je me disais mais tout le monde se fout de moi, Iturbide, gros bide. C'était chiant quand j'étais petite. Mais j'ai pas du tout ce truc de racines ancrées au Pays Basque avec ces gens qui te disent j'ai besoin d'y retourner au moins 1 ou 2 fois par mois pour me reconnecter avec mes origines et tout, pas du tout. Ce serait un gros mytho si je te disais ça. Tu te sens d'où, parisienne? Alors c'est une très bonne. Je me sens d'où? Je me sens vraiment pas rattachée à des origines particulières et c'est très bien comme ça, je vais te dire. En fait, j'aime pas trop moi les dictates, les trucs. Les étiquettes. J'aime pas trop. J'aime pas trop parce que t'es basque, tu dois te sentir basque, parce que t'es grande, tu dois être ceci, parce que tes parents ont fait ça, alors tu dois faire ça. Heureusement, je ne l'ai pas trop eu dans ma vie, dans mon éducation, avec mes parents. Je n'ai pas eu trop ce truc où on nous a imposé de faire ci ou de faire ça. Parce que ça m'intéresse pas trop, en fait, les gens qui se sentent obligés d'appartenir à telle ou telle origine parce que leurs parents viennent de tel ou tel endroit. Je me suis crue à un moment donné dans Alabama Monroe, je voulais carrément changer de nom et de prénom. C'est juste les gens m'ont dit, ce ne sera pas très sympa pour tes parents, ils vont mal le prendre. J'ai mis vraiment du temps à comprendre parce que mais rien que donner un prénom à ton enfant, c'est déjà une injonction. Moi, je n'ai pas envie de m'appeler Caroline. Enfin, tu vois, je ne me sens pas du tout. Je me sens pas plus que ça Caroline Iturbide. J'aurais voulu être italienne, j'aurais voulu me trouver un prénom italien, un nom, je sais pas, un truc. Les Indiens, par exemple, à un moment donné dans leur vie, parce qu'ils ont vécu des choses, ils se disent, moi, je ne m'appelle plus de la manière dont mes parents m'ont appelée. Je choisis mon nom, Petite Fleur des Champs, tu vois, si c'est un peu plaisir. Parce qu'en fait, ils savent qui ils sont et ils se disent, maintenant, je m'appelle comme ça. Et je suis et je deviens cette personne. D'ailleurs, moi, j'ai dit à mes enfants, je vous ai appelé Gaspard et Ambre, mais en vrai, c'est très égoïste. C'est juste que j'adore ces prénoms et que j'ai mis tout un imaginaire dans vos prénoms. Mais en fait, si vous ne voulez pas vous appeler comme ça quand vous avez 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous changerez. Parce qu'en fait, qui je suis pour vous imposer tu vois, tout un imaginaire que tes parents mettent dans un prénom, dans une trajectoire, dans un métier, dans une formation, dans tout ça. Tu es la combientième de la fratrie? Je suis la 2e. En fait, je suis la 2e, mais j'ai une sœur jumelle. Donc, on a une grande sœur, nous, on est au milieu et on a une petite sœur. Bon, et tu es du signe du Cancer, donc bienvenue à la maison, puisque je le suis aussi. Est-ce que ces paramètres-là, Cancer, l'astrologie, toutes ces choses-là, ça te parle? Ah oui, ça me parle. Tu suis ça? Ouais. Et d'ailleurs, alors moi, je suis vraiment à la limite de Cancer et de Lion, mais parce que vraiment, je suis le 21 juillet, ça tourne le 22, donc c'est très proche. J'ai toujours potassé. Je dis plus potassé que vraiment genre étudié à fond, mais en tout cas, j'ai toujours été attirée par l'astrologie. Moi, je me sens très, très, très Cancer. Mon ascendant, c'est Taureau. Je me dis, mais mon Dieu, heureusement que je suis ascendant Taureau, parce que le Cancer, il est quand même un peu...
dans un monde imaginaire, il est très dans l'émotion, il est très femme-enfant, enfin limite même enfant, très très famille, etc. Le petit taureau qui est derrière pousse un peu les choses à se concrétiser en fait. Parce que c'est vrai que le cancer, il peut rester longtemps dans sa petite tête sans avoir trop besoin que les choses se concrétisent. Donc je me sens hyper cancer. Et ouais, j'ai toujours été très 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 intéressée par l'astrologie. Bon, après, je fais le truc débile de lire mon horoscope tous les jours. Quand ça passe, ça me plaît. Et puis quand ça passe pas, j'arrive à me dire, vas-y, Est-ce que ça va plus loin que l'astrologie? Est-ce que tu as, il y a une dimension spirituelle dans ta vie de tous les jours? Bah, ça va plus loin dans le sens où j'ai fait plein d'expériences assez bizarres. En partant de l'astrologie, j'ai évidemment fait mon thème astral plusieurs fois. Je vais voir des voyants. Je m'intéresse. Alors ça c'est par le biais d'une de mes sœurs qui n'était pas du tout comme ça, qui s'est bien d'ailleurs foutue de moi pendant toutes ces années en me prenant pour une illuminée et puis qui finalement a fini par tomber dans un univers qui est encore plus dingue que l'astrologie qu'on a chez nous en France, qui s'appelle le Batse, qui est en fait l'astrologie par les Chinois. Okay. Et alors là, laisse tomber. Donc là, c'est des heures et des heures et des heures de discussion pour savoir si je suis terre, feu, eau, yin, yang, etc. Donc je connais aussi mon thème, évidemment. Je connais mon thème chinois, je connais mon thème Batse, je sais quel élément je suis. Je ne suis pas du tout étonnée, je suis terre, yang. D'accord. Bon, ça veut dire plein de choses. Oui, c'est ça. Et oui, et c'est vrai que de là, dès qu'il y a une expérience possible à faire autour de l'astrologie, des méridiens, je suis la première à plonger dedans. Et ça depuis toujours. Depuis toujours. Depuis Ah oui, depuis toujours. Depuis toujours. Tu as toujours toujours été bercé par ces univers-là. Le hasard, ou je n'en sais rien comment on l'appelle, mais c'est vrai que ça m'a toujours mis aussi sur mon chemin des gens voilà, qui ont des espèces de... Alors, des médiums, des voyants, des tireurs de cartes. Toujours tombé sur ces gens-là dans ma vie, en fait, à des moments où j'en avais, je pense, besoin. Donc oui, je me rattache de toute façon à une espèce de force. Moi, je l'appelle mon étoile, mais après, chacun l'appelle comme il veut. Mais d'ailleurs, elle est là, je l'ai tatouée. C'est mon étoile et je sais qu'elle existe, je sais que je peux lui parler, je sais que je peux lui demander des choses, je sais que j'ai dans mon thème astral justement des espèces d'anges gardiens, notamment une petite personne qui s'appelle le Noble Céleste. Mais ça, il faudrait vraiment que tu rentres dans le Batse pour comprendre. Mais c'est un petit personnage ton guide qui s'appelle le Noble Céleste, que tu peux convoquer à tout moment et qui va accéder à tes demandes. Donc quand tu sais que tu as ça dans ton signe, donc tout le monde ne l'a pas, tu t'endors et si vraiment tu es en galère, tu dis écoute, Noble Céleste, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Mais j'ai toujours fait ça, je ne peux pas m'endormir si je ne fais pas une prière. Donc c'est ma petite prière à moi, hein. C'est pas un truc... nécessairement religieux. Non, c'est pas voilà, nécessairement absolument. religieux. C'est vraiment un moment que je prends où je dis toujours merci avant de dormir. Et tu vois, madame, je pleurais à tout moment tellement ce sujet-là je dis toujours merci, de la journée que j'ai passée. Merci de m'avoir protégée, merci de protéger mes enfants, tous les gens que j'aime et tout. C'est impossible pour moi de m'endormir sans faire ça. Tu as la conscience d'être privilégiée? En fait, c'est pas forcément une question d'être privilégiée parce que j'ai aussi vécu des trucs pas cool et difficiles dans ma vie. C'est plus la notion de chance, moi, qui m'intéresse. Et en fait, Sacha Guitry disait la chance est un trait de caractère. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que je l'ai dans mon caractère. Alors après, c'est un des traits de caractère que je chéris le plus chez moi. Mais j'adore penser que j'ai de la chance et que si je la nourris et que si je la respecte et que je l'honore un peu, elle me rendra toujours en fait un peu l'appareil. Mais c'est entre moi et moi, quoi. Ce que tu appelles chance, moi j'appellerais plus ça parce que tu es solaire. Tu rayonnes beaucoup, c'est vrai. Et j'ai l'impression que, on me rabâche à longueur de temps, c'est qu'il faut rayonner d'une certaine manière pour attirer véritablement ce qu'on a envie. Donc c'est peut-être ça que tu appelles la chance. C'est que tu attires ce que tu rayonnes. Point.
Merci, bonsoir. Vous avez 2 heures. Non, mais c'est intéressant de savoir. C'est intéressant. Et je trouve que, je ne sais pas si c'est la période, en tout cas, qui permet ça, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de personnalités dans le monde des médias qui osent maintenant dire qu'ils ont cette dimension spirituelle-là. Ce qui a été pendant très longtemps, il y a 10 ans en arrière, Ouais. si tu avais tenu ça sur le Ouais. plateau, on te serait dit, Je mais passais pour qu'est-ce une que folle. tu racontes? Mais moi, je m'en fous de passer pour une folle. Ça me dérange pas trop. Ce avec quoi j'ai beaucoup de mal, et je pense que les gens maintenant aussi ont un peu arrêté de faire ça, c'est le truc de tout va bien, toujours. Alors là, moi, les gens, tu vois, qui me font croire, en fait, que tout va bien et que, en fait, ce serait obligé que tout aille bien pour aller bien, je ne peux plus en fait les entendre, ces gens-là. Et j'ai même envie de leur dire, franchement, si c'est la vérité, après je souhaite du mal à personne, mais franchement, si c'est la vérité, c'est cool pour vous. Mais c'est cool aussi de traverser des moments hyper durs, personnellement, professionnellement, etc., pour se rendre compte que dans parfois la torpeur, l'horreur, le désespoir de ce que tu peux ressentir, eh ben, va aller se nicher un truc incroyablement beau qui va jaillir de ça, en fait. Donc c'est vrai que j'aime bien maintenant les parcours un peu cabossés, les gens qui en ont un peu chié, en fait. Je trouve que ça fait toujours des personnalités riches et intéressantes, et tu te dis, bah oui, quand tu as traversé des moments pas cool, bah dites-le, en fait. Dites-le. Et je trouve qu'on arrive à ça. On n'avait pas trop, il y a quelques années, où on avait l'impression que les gens, ils allaient toujours hyper bien, qu'ils gagnaient hyper bien leur vie. Enfin, je parle des gens des médias, de la télé, etc., tu vois, qui se confiaient pas trop sur ce truc que tu as en toi, où à chaque fois, moi, j'ai fait des expériences, c'était pas des psys qui ont duré 10 ans, c'était toujours par petites touches, mais en fait, où tu comprends qu'il faut que tu descendes, en fait. Tu descends en toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que tu ressens? Tu peux pas te contenter d'un non, non, mais je sais pas, tout va bien. Je sais pas, c'est jamais une réponse, en fait. Donc il faut aller chercher le mot qui correspond à un moment donné à ce que tu ressens et le dire. Et en fait, encore une fois, ça, quand tu le partages, bah, tu te rends compte que toi, tu ouvres les vannes. En fait, les gens en face de toi, ils vont te dire, bah, tu sais que moi aussi. Tu penses toujours que tu es un peu la seule à avoir vécu des trucs durs. Donc je trouve que de le partager et d'être capable aujourd'hui, je trouve cette génération, de dire, bah ça va plus, quoi. On ne peut pas continuer à faire comme si il fallait un certain type de physique, d'histoire, je sais pas, de salaire, de revenus pour aller bien ou pour aller pas bien, en fait. Ça suffit pas. Tu as souvent notamment sur cette chaîne, j'ai reçu beaucoup de gens et partent du principe qui ont cette espèce de phrase comme un truc, un gimmick qui revient dans leur tête et qui disent, par exemple, tout est juste, rien n'est grave. Alors, est-ce que ça, pour toi, parce que c'est un petit peu dans ce que tu viens, je réfléchis, dans ce que tu viens parce de que dire. dans ton truc, c'est quand même genre un peu de la philo. Tout est juste, rien n'est grave. Alors, est-ce que on peut dire ça de tout? Même des épreuves, même des choses les plus difficiles, c'est qu'il y a obligatoirement quelque chose derrière qui va nous permettre de grandir face à cette épreuve. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase. Pardon. Tu as raison. Alors, tout est juste, non. Vraiment. Après, tout est OK, quoi. Tout doit être accepté. Oui, ça, je suis d'accord. Parce qu'en fait, tu n'as pas trop d'autres choix que d'être obligé d'accepter une situation, même si vraiment tu la souhaites pas. Mais tout est juste, non. Enfin, il y a plein de trucs qui sont injustes. Moi, dans mon parcours, il y a des choses qui m'ont semblé injustes. Quand je vois autour de moi, il y a des trucs qui sont injustes. Des enfants qui sont malades, des parents qui sont malades, des sœurs qui sont malades. Enfin, ça, c'est complètement injuste. Donc, je ne peux pas du tout être d'accord avec ça. Et rien n'est grave. Non, c'est pas vrai non plus. Pour moi, la maladie, c'est très grave. La mort, c'est très grave. Après, encore une fois, quand c'est là, en fait, quand l'épreuve est là, je préférerais toujours l'accepter que de lutter contre. Parce que je sais très bien qu'elle sera plus forte que moi et que je ne vais pas m'épuiser dans ce combat-là. Donc je mettrai mon énergie ailleurs. Donc, ok, j'accepte, mais je peux pas du tout dire que tout est juste et rien n'est grave. Tu as dit une chose, tu as parlé de la mort. Ouais.
Et c'est bien parce que tu le dis avec le sourire, c'est ça qui est drôle. Non, non, mais la mort, par exemple, et toi qui as effectivement ce ressenti et cette spiritualité qui visiblement t'habite aujourd'hui et bien concrètement, quel regard tu as sur ça? Est-ce que c'est quelque chose, d'ailleurs, est-ce que tu en parles à tes enfants? Est-ce que tu en parles dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu préfères ne pas t'étaler? Non, moi, il n'y a rien sur lequel je préfère ne pas m'étaler. Il n'y a aucun sujet que je déciderais de ne pas aborder. Aucun. La mort, en fait, pour moi, elle est OK que dans un cas, c'est si c'est à la fin de ta vie. Voilà. C'est à la fin de ta vie, que tu as vécu ta vie. C'est-à-dire que tu es très âgé. Tu es très âgé. C'est complètement OK pour moi, la mort. C'est OK. Tu as fait ton travail, tu étais sur Terre. Voilà, quand je dis âgé, ça veut dire, même une fois que tu as le sentiment que ta vie, elle a été bien remplie, que tu as fait ce que tu devais faire sur cette Terre, c'est OK pour moi de mourir. Le reste du temps, c'est pas du tout OK. Sur l'après, Euh, quel regard tu as sur ça? Sur l'après, je pense, parce que ça m'est arrivé, enfin en tout cas, je pense que ça m'est arrivé. Je pense qu'il peut y avoir une forme de présence après la mort. Je pense que c'est encore des gens que tu peux convoquer, c'est encore des gens qui peuvent te donner des réponses dans ta vie sur Terre. Oui, je crois beaucoup à cette petite transformation en sorte d'étoile dans le ciel, mais encore une fois, si c'est quelqu'un qui a vécu sa vie, pour moi, c'est OK. C'est pas un sujet qui va me terroriser ou me terrifier et tout ça. Et je vais te dire, même si moi, aujourd'hui, quelque part, je devais mourir demain subitement, il n'y aurait pas quelque chose que je voulais faire et que je n'ai pas fait. Je serais juste, je ne peux pas y penser, je ne peux pas le concevoir parce que ça m'angoisse trop par rapport à mes enfants et aux gens que je laisse. Mais en ce qui concerne ma vie à moi, je me dirais pas, putain, j'ai toujours voulu faire ça et en fait, je ne l'ai pas fait. Le métier que je fais, par exemple, c'est un métier que je voulais faire depuis que je suis toute petite. Donc en fait, j'ai toujours l'impression d'être à ma place et d'avoir fait ce que je voulais faire quand j'étais petite. Je ne cours pas après quelque chose que je n'ai pas fait. Mais donc pas de regret. Pas de regret. Évidemment, ce serait beaucoup trop tôt. On enlève complètement l'idée que je puisse disparaître de la Terre demain. Bien sûr. Mais il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret et voilà, ça ne me terrorise que si la mort est complètement illogique. Ça me terrorise que si la mort est complètement illogique et injuste. Bon, et tu as dit, on voit que sur ces sujets-là, il y a beaucoup d'émotions chez toi à chaque fois. Et tu as notamment quand tu as dit, je pense que dans ma vie, j'ai eu, pas des certitudes, mais en tout cas, je pense avoir eu l'expérience qui me permet de dire qu'il y a sans doute quelque chose après la mort. Là, j'ai vu qu'il y avait effectivement une petite émotion particulière et on n'y revient pas parce que c'est très privé. J'ai mis quelques photos. Oui. Tu veux des Kleenex? Non. Non. Regarde. Tu sais, j'ai beaucoup l'habitude. Je pleure beaucoup. Oui, bah oui. Tout le monde sait, tous mes amis, toute ma famille. Les cancers sont comme ça. Mais les cancers, c'est terrible. Moi, je regarde un film, je pleure. Mais moi, c'est cata, Marc. Ah non, mais je sais. Regarde ça. Oui. Quoi? C'est pas moi, en tout cas. C'est pas toi sur la photo, mais tu as fait ça. Ouais. Ah ouais. Tu as fait le cerceau et la J'ai fait de la GRS. Ça s'appelait la GRS. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça toujours aujourd'hui. J'ai fait de la GRS. J'adorais. Bon, j'étais très, très, très sportive. Et à chaque fois que je me mettais à faire un sport, je voulais de la compétition. Donc, j'étais toujours... je voulais faire des compètes. Voilà. Donc, j'ai fait de la gym. J'ai fait de la gym. J'ai adoré. Tu as fait ça aussi? Ouais. Alors là, elle fait de la voltige. Ouais. Tu as fait ça aussi? Ouais, alors j'ai pas fait, enfin j'ai fait beaucoup d'équitation, de cheval, plein d'expériences sur des chevaux et avec des chevaux. J'ai fait de la voltige, pas au niveau professionnel. Ça, je pense que ce qu'elle fait, je peux le faire. Easy. Voilà.
Mais après, le niveau au-dessus, où tu sais, ils sont quand même en train de faire des espèces de... Tu vois la phrase que tu viens de dire là, ça je peux le faire easy. Je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas te dire. Comment C'est-à-dire ça? que si on te dit ça, je suis sûr que tu n'es pas cap, ou ça, Ah ouais. je suis sûr que ça, tu n'as pas le courage de le faire. Ça déclenche un truc chez moi de Je tu pense. vas voir. Ouais, c'est vrai. Je C'est pense. vrai, c'est vrai. Tu vois, parce que j'ai retrouvé effectivement la photo dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça. Exactement. Le truc où tu dors, voilà. Exactement. Et ça, on t'a suggéré de le faire. Enfin, je veux dire, on t'a dit chiche, tu fais ça? Non, c'est moi qui ai vu cette photo, et cette photo et d'autres, hein, et je me suis dit, je veux faire ça. Je veux le faire. Et donc après, en fait, le taux de transformation, on le sait, hein, il est pas toujours très fort. Parce que moi, une fois que j'ai fait le Portal Edge et que les gens m'ont dit, mais moi aussi je veux le faire, mais c'était génial, mais tu m'as tué à faire ça, etc. Je les compte pas, les gens qui m'ont dit ça. Mais le taux de transformation, il est de 0. Évidemment. Tu vois? Personne Il est de ne 0. fait un truc comme Mais ça. bon, moi, il y a plein d'expériences que j'ai encore envie de tenter. Je regardais, là, il y a quelques jours, je regardais justement la série documentaire en fait, qu'a lancée Gwyneth Paltrow. Ouais. On croit que c'est une petite blonde de Hollywood qui était mariée à Jude C'est une Law, working girl. mais la meuf, elle est géniale. Absolument. Donc, elle a créé carrément un labo en Californie, The Good Lab, et ils font des expériences extrêmes de froid, de chaud, de feu, d'ordre parfois un peu tantrique, sexuel, etc. Je veux faire toutes les expériences dont elle parle dans son doc. C'est la folie, parce qu'en fait, pourquoi je fais ça? Je pense parce qu'il y a une vivance, en fait. Je me dis, j'existe, quoi. J'existe en faisant des trucs comme ça, en ayant des émotions, en ayant peur, en pleurant, en disant non, j'y vais pas, non, finalement, j'y vais. Et puis après, ça, c'était un truc qui m'a vraiment provoqué un sentiment de satisfaction. Il y a peu de choses que je suis fière d'avoir faites, ou en général, je m'en fous pas mal. Il y a plein de choses qui me passent au-dessus, moi. Mais ça veut dire que, par exemple, te retrouver au fin fond de l'Amazonie avec un chaman pour prendre de l'ayahuasca et vivre une expérience. Mais demain. C'est vrai? Ah, mais demain. Je rêve d'expériences comme ça. Pour la vivance, mais aussi parce que ça t'apprend quand même vraiment des trucs sur toi. Et que je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je ne sais pas trop à quel moment ça a basculé, mais en tout cas, les années qu'on vit là, comme il y a plein de repères qu'on nous enlève, tu ne sais pas qui t'es, que tu n'es pas un peu aligné, bah en fait, on t'enlève tout, quoi. Tu sais qui tu es? Ah, je cherche, hein. C'est ma vie à chercher. Non, je suis pas du tout, je suis pas finie. Je suis pas finie. Je suis pas finie, et d'ailleurs je vois bien que je suis pas finie parce qu'il y a trop de trucs qui me font encore pleurer, il y a trop de trucs qui me font encore peur, il y a trop de choses sur lesquelles je doute, il y a trop d'endroits vers lesquels j'ai envie d'aller que finalement vers lesquels je ne vais pas. Je suis pas finie du tout, mais on sent qu'il y a cette quête ouais, il y a une chez quête. toi. Hein. Ouais. Il y a un Il y besoin. a une quête et une envie, quand je serai bien vieille, de me dire, là pour le coup, je sais qui je suis. Et j'aurais trop envie de le transmettre aux gens autour de moi. Et tous les gens qui encore aujourd'hui me prennent un peu pour une folle, ou qui sont pas prêts, ou qui disent, mais attends, mais tout ça c'est des conneries, quittez, on s'en fout. Mais je leur dis, mais vous êtes la réincarnation d'un bout de bois, quoi. C'est pas possible de pas être prêt à ce point-là et de pas sentir que c'est obligé, parce que quand tu as le Covid et les autres choses qui vont arriver, parce que c'est même pas comme si on pouvait espérer que ça allait aller en s'améliorant, qui te tombe sur la tête, que tu perds ton job, que ta famille est séparée, que tu es tombé malade, que tu gagnes moins d'argent, enfin qu'on t'enlève en fait tout ce que tu as construit depuis des années, plus les choses que toi, tu dois éliminer tout au long de ta vie parce que tu as envie de te défaire de certains schémas qui n'arrêtent pas de se répéter. Ah bah, si tu n'es pas un peu aligné justement à l'intérieur de toi, je ne sais pas ce qui reste en fait. Je pense que tu t'effondres et je pense que tu tombes. Donc, c'est cette peur que tu as? Ah ouais. De tomber et t'effondrer? J'ai toujours peur de m'effondrer parce qu'en fait, je le sais, le chemin qui mène à l'engrenage mauvais, en fait. Que le mauvais choix t'amène un autre mauvais choix, un autre mauvais choix, un autre mauvais choix. Donc, je suis toujours hyper attentive et forcément un peu stressée. Parce que
parce que je me dis, attends, l'engrenage, il va trop vite. D'ailleurs, dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être aussi une succession de bons choix qui font que, voilà, tu te dis, en faisant ces choix-là, petit à petit, même si c'était pas facile, même si c'était dur, je suis arrivée à un truc où je me sens bien. Mais je trouve que la pente qui va nous amener à un truc pas cool, elle est toujours là. Et elle est très flippante. C'est très intéressant ce que tu dis parce que mais parce que ça corrobore avec ce que tu disais en tout début d'émission, cette espèce de peur que tu n'arrives pas, ce besoin de toujours vouloir, de se dire ça peut s'arrêter à tout moment, il faut que je préserve ça, il faut que je sécurise ça. Ouais. Et là aussi, bien, hein. c'est encore la même chose là. C'est pas bien. Et c'est pour ça que je te dis que je suis pas finie parce que j'adorerais être beaucoup plus sereine. Et donc je suis très admirative des gens qui n'ont par exemple pas cette peur-là. Qui n'ont pas peur du silence, qui n'ont pas peur du vide, qui n'ont pas peur de pas toujours en fait remplir avec des choses qui à mon avis sont pas essentielles. Moi je remplis parce que ça me parce que ça me rassure, mais dans le fond je suis pas fière de ça. T'es pas prête pour faire un vipassana, te retrouver 10 jours de méditation enfermée face à un mur? Si, tu pourrais? Complètement prête. Parce que là pour le coup tu es dans le silence extérieur, mais dans le bruit de l'intérieur, on va dire. Mais en fait, moi, je suis prête à toutes les expériences. En fait, toutes les expériences m'excitent. Tu vois, de faire un truc que j'ai jamais fait. Pendant très longtemps, mais très longtemps, genre j'ai 43 ans, je pense vraiment jusqu'à 42 ans et demi, la solitude, par exemple, dont tu parles, c'était inenvisageable pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout besoin... Je pense ne pas avoir besoin de la solitude. Et au contraire, c'est un truc qui me terrorise. Parce que j'ai une sœur jumelle, parce que j'ai toujours été très entourée, etc. Donc je ne l'ai jamais cherché, à part 5 minutes par jour où je demande juste, je prends un bain moussant et je dis là, vous me foutez tous la paix, mais ça dure 5 minutes. Après, j'ai besoin d'aller discuter, parler, voir mes enfants, mon mari, appeler des gens, regarder les réseaux sociaux, lire, enfin m'occuper. Mais tu n'es jamais... Non, à part quand je dors. Oui, c'est ça, à part quand tu dors. Mais quand je dors, je pense que mon cerveau, il se dit, mais putain, mais enfin, quoi, j'ai la paix. Elle va pas nous saouler pendant qu'on dort parce qu'elle est toujours en activité alors en fait. Ouais, je suis toujours en activité. Je suis toujours en activité cérébrale. Cérébrale. Je suis toujours en train de penser à un truc en dehors. Je te parle même pas de la to-do list que j'ai. Ça, faut pas ci, faut pas ça. Oui, je suis toujours cérébralement, je suis toujours en mouvement. C'est épuisant ça. Ouais, c'est fatigant, mais c'est complètement ok. Je pense que j'ai vraiment l'habitude de moi-même. Mais c'est pour ça que de plus en plus, ce dont tu me parles là, par exemple, une sorte de... Là, par exemple, j'ai fait une retraite de bien-être, j'en reviens, mais j'étais pas toute seule, c'était dans un cadre assez luxueux, donc... Et puis, rien n'était vraiment imposé, obligé. Donc j'ai choisi. J'ai choisi le yoga, la méditation, le healing, le massage avec les sons soignants, enfin bon, j'ai choisi. Mais... en vrai, je rêve d'aller plus loin, une retraite, oui, un truc dans le silence pendant 10 jours, où ça m'empêchera pas de réfléchir, mais au moins je ne serais pas obligée de le verbaliser. Mais on a le sentiment quand même que tu as besoin aussi de pousser un peu la petite Caroline là. C'est-à-dire qu'on sent que tu as besoin de connaître tes limites. Ouais. Est-ce que tu en as? Émotionnellement, je suis très vite limitée. C'est-à-dire que je vais très vite en fait me mettre à pleurer ou je vais très vite avoir le cœur qui bat. Ou... Émotionnellement, je suis très très vite rattrapée en fait par mes émotions, mais c'est pas grave. Genre c'est mes copines, tu vois, je les prends. Mais oui, je suis limitée par la peur de. Moi, je me sens pas vraiment libre en fait. En fait, je travaille et je gagne ma vie pour gagner ma liberté matérielle et financière, mais je pense que spirituellement, je suis très très loin d'être libre encore. Coup de taf. Mais ceci dit, d'abord, c'est bien de s'en rendre compte. C'est vrai, je trouve ça très très bien. Je me sens pas libre, tu vois, par rapport à des gens que j'estime l'être. Je me dis, non, moi j'ai encore trop de... Mais on a quand même le sentiment que tu as besoin de prouver quelque chose. D'abord te prouver à toi-même sans doute, mais est-ce que tu as besoin de prouver aux autres? Je pense.
Enfin, et peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que je fais de la télé, parce que quand tu fais de la télé, tu te rends visible, tu rends ta parole, si c'est pas intéressante, au moins existante. Euh, c'est peut-être que j'ai envie de prouver. On y vient. Oh là là. Oh, tu vois, au bout de combien 48 minutes, on tient un truc. Oui, mais alors, tu vois, alors attends, moi je t'explique, j'ai jamais fait de travail de psy, de divan, de machin. Oui, c'est D'accord, ce que j'ai fait j'allais que dire. des petites choses D'accord. comme ça, épisodiquement dans ma vie, Mm. qui étaient toujours des expériences incroyables, mais je n'ai jamais fait de suivi de psychanalyse, de Psychothérapie, de psychothérapie qui a psychanalyse, tout ça. duré 1 an, 10 ans, etc. Jamais. Et on te Je, l'a je jamais m'auto. suggéré, on te l'a jamais... Non. Si, Si, c'est vrai. si, Ah mais bien oui. sûr, mais de toute façon, attends, même moi je me le suggère. Et je le suggère à tout le monde. Je pense que c'est génial de pouvoir entamer une psychothérapie parce qu'en fait, l'être humain est tellement complexe. Tout ce qu'on a, quoi, dans la tête, tout ce que les gens projettent sur nous, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on croit être, tout ce que les gens disent, mais tu crois que t'es comme ça, mais en fait, t'es comme si. Moi, dans ma tête, c'est pas toujours. On pas a le toujours sentiment évident. que tu compenses peut-être aussi ce que tu ressens, ça, et peut-être ces petites névroses que tu as intérieurement, qu'on a tous d'ailleurs, que tu les compenses par ce côté pop it up. Ouais. Tu vois, le côté toujours souriant, toujours OK pour une nouvelle aventure, toujours envie Ouais, je d'aller un pense que peu t'as plus raison. loin, de se surpasser. C'est Je une me manière peut-être cache. de... Voilà, c'est peut-être un masque aussi que tu portes, non? Mais oui, mais après, moi, enfin, je ne lis que des choses comme ça. Je ne lis que des bouquins sur, voilà, Christophe Carrière, entre autres, qui est quand même un maître en la matière. Enfin, non, d'ailleurs, pas plus que les autres, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le genre de lecture qui m'attire et dans lequel je vais puiser, en fait, des petites choses mode d'emploi. Mais je pense que tu as raison. Je ne suis pas du tout encore, comment dire, ouais, il y a encore des masques. Il y a encore des masques, mais ne serait-ce que le masque, moi j'adorerais pouvoir te dire, bah attends, je viens ici, pas de make-up, pas de, tu vois, je suis comme je suis, voilà, je suis Caroline Iturbide, et je viens ici, je suis comme je suis, je mets pas, je suis pas du tout prête. Bien sûr, enfin, je me cache encore des choses, je cache des choses aux gens, je porte un masque. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand je vais quitter le studio, par exemple, je vais pas être une autre personne, genre au volant de ma voiture, à devenir sinistre, à me mettre à pleurer, à me dire ah tiens, j'ai bien joué mon petit rôle pendant 1 heure, et du coup là maintenant je peux bien déprimer toute seule dans mon coin. J'ai vraiment une nature, je pense, optimiste des choses. Tu De la vois, vie. de la vie. Donc tu ne déprimes pas. Bah, je ne déprime pas, mais par contre, je peux vraiment me faire des phases où je pleure beaucoup. Mais je le mets. Enfin, encore une fois, en fait, qu'est-ce que tu mets dans les mots que tu emploies? Oui. Je suis sûre que j'ai pas une nature dépressive, par exemple. Mais un rien va m'attendrir, m'émouvoir, me faire pleurer, me faire peur, me faire de la peine, me rendre triste, me faire me dire des choses, en fait. Quand on est une personnalité publique comme tu l'es aujourd'hui, le fait de voir sur les réseaux sociaux et peut-être d'avoir un commentaire désobligeant, Ouais. est-ce que ça t'affecte? Une Euh, critique? ouais, les critiques m'affectent toujours beaucoup. Les trucs qui me font le plus mal, et ça c'était, je pense, à l'époque où je faisais TPMP et tout, c'était des trucs qui concernaient mes enfants, genre les pauvres enfants d'avoir une mère comme ça et tout. Alors ça, je serais allée jusque devant la porte des gens en disant mais quoi de faire des réflexions comme ça aux gens? C'était horrible pour moi. Sinon, franchement, les trucs sur le physique, ça me passe un peu au-dessus. Je m'en fous un peu. Non, me critiquer vraiment dans mon rôle de mère, enfin, sur les réseaux sociaux ou dans la vie en général, ça c'est un truc qui passe assez mal. C'est une J'aime maman pas poule? trop encore. Ouais, je pense que je suis une maman poule. Je suis clairement une maman poule.
Je les protège, enfin, je veux les protéger tant que c'est possible. Parce que je sais, moi déjà, que ça va être dur. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être dur, ils vont avoir des copains et des copines qui vont être durs, ça va être dur, tout va être dur, les choix qu'ils vont faire, la vie qui les attend, le monde qui les attend. Donc si moi, en fait, je ne suis pas celle qui les rassure tout le temps et qui les protège tant que je peux, moi et leur papa hein, d'ailleurs, en fait, je ne veux jamais les mettre dans un truc anticipé de je t'apprends ça parce que comme ça, tu verras que la vie est dure, donc du coup, je te l'apprends dès maintenant. Je fais exactement l'inverse. Mais probablement que c'est idiot de ma part. Quel regard ils ont avec la notoriété de leurs parents? Alors, ils s'en foutent, mais complètement. C'est vrai? D'ailleurs, ils s'en contre-foutent. Et là, mon fils devait faire son stage de 3e. J'étais très fière et très heureuse de lui dire, écoute, viens le faire avec moi. Chez Canal, à la radio, sur C8, rencontrer tout le monde, etc. Et mon fils m'a regardé et m'a dit, maman, je ne veux pas du tout faire ce que tu fais. Je préfère qu'on appelle ta sœur jumelle, d'accord? Donc ma sœur Marine, qui est médecin. Je préfère vraiment aller faire un stage chez Mar. C'est pas possible. Ah ouais, j'ai dit, bon, bah écoute, ok. Ok. Donc il a fait son stage de 3e à l'hôpital. Ah oui. Grâce à ma sœur. Et alors pour lui, ça a été la révélation totale. Et je suis hyper cool avec ça. Enfin, je suis très heureuse. Et j'ai trouvé ça génial qu'en fait, mon fils me dise avec toute la naïveté et l'honnêteté dont sont capables les enfants, j'ai trouvé ça génial qu'ils me disent, je ne veux pas du tout faire ce que tu fais. Quand tu vois les émissions que tu as pu présenter, je pense à celle-ci par exemple, quel regard ils ont sur ça? Est-ce que toi, tu étais gênée à l'idée qu'ils puissent regarder Non, alors j'étais pas du tout gênée par cette émission. Je la trouvais assez géniale d'ailleurs, pour être très honnête. Mais bon, je la trouvais géniale parce que je trouvais aussi que c'était tellement nouveau, tellement... Le principe? Le principe, c'était une émission de dating où les gens se rencontraient nus, entièrement nus, pour la première fois. Mais derrière la nudité, qui déjà n'est pas quelque chose qui me gêne plus que ça et dont j'ai aucun problème à parler, je trouvais que justement il y avait tout ce dont on est en train de parler en fait depuis un petit moment, c'est que quand t'enlèves, surtout quand tu es dans un moment de séduction, quand t'enlèves ton maquillage, de t'être fait les cheveux machin, ton soutien-gorge pour te faire des plus gros seins, ton petit string, et puis le mec, son petit look qui veut quand même dire beaucoup de choses sur quelqu'un, quand t'enlèves tout ça, bah t'as intérêt à avoir de la personnalité et à avoir un truc à dire. C'est vrai. Parce que ne reste plus que ton essence, en fait. Ce que tu es. Ce que tu es. Donc, j'ai toujours défendu cette émission sur ces valeurs-là. Et je me souviens, on avait eu des centaines d'interviews, parce que je pense que vraiment, pour la France, c'était un programme qui venait des pays du Nord, il me semble. On avait racheté le format. Donc ça qui arrive en France, les gens n'étaient quand même pas prêts, ça passait en prime sur C8, donc évidemment c'était flouté, etc. Mais ni le CSA, ni le téléspectateur, et en fait le téléspectateur, le même qui nous reprochait de parler de la nudité, de ces choses-là, était quand même le même qui était déçu de voir que les parties étaient floutées. Ça c'était quand même génial à observer. Toutes les contradictions et l'hypocrisie de l'être humain. Donc non, j'ai beaucoup défendu cette émission. Le seul truc qui était très très dur, sans mauvais jeu de mots, c'était que j'étais séparée de ma famille pendant 6 semaines. Et ça, c'était abominable. J'étais loin, j'étais vraiment à l'autre bout du monde. Mais sinon... Donc tes enfants n'ont pas été... particulièrement non, pas du tout. Bon, déjà, ils l'ont pas regardé. Ils étaient petits quand j'avais fait ce programme-là. Mais même si ça avait été aujourd'hui, j'aurais su comment défendre mon dos. Quoi. Je me demande ce que tu n'as pas fait en télé. Honnêtement, parce que on pourrait se dire, ah bah tiens, elle n'a pas fait d'émission sur le bricolage. Bah, penses bah, bien sûr que oui. Tiens, un truc sur la bouffe. Bah, bien sûr que oui. Tiens, non mais un truc sur les voyages et autres. Bah tiens, quand même. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? J'allais dire, t'as pas présenté le 20h. Non, mais tu as présenté les journaux. J'ai présenté les journaux. J'ai commencé par les news. Ouais. J'ai commencé par les news. Au tout début, et je pense que le 20h, ça a été un peu dans mes rêves au tout début, mais j'ai un peu confondu
mon rêve de vouloir faire de la télé avec qu'est-ce que je veux faire vraiment en télé. Tu vois, c'est ça qui s'est passé au début. C'est pour ça que j'ai aussi fait beaucoup de choses parce qu'en fait, je savais depuis toute petite que j'étais fascinée par ce média et que c'était ça que je voulais faire. Mais c'est vrai que pas mes idoles, mais en tout cas mes modèles, c'était une Anne Sinclair. Après, très vite, ça a été de la rue. Donc j'ai su en fait que j'allais aller avoir envie d'aller vers cette télé un peu magazine, cette télé des gens et tout ça. Mais oui, je pense que là aussi, j'ai multiplié les émissions, les expériences par facilité, vraiment, parce que la chaîne m'a toujours en fait, confié très facilement des émissions et que moi, j'ai beaucoup de mal à dire non, donc je dis oui. Et la liste est longue. Et la liste est longue. T'as pas fait de jeu? J'ai pas fait de jeu. Et alors c'est drôle parce que... c'est le seul truc que t'as pas fait. Ouais. Et un jour, le patron actuel donc de ma chaîne, de C8, m'a regardé et m'a dit, écoute, t'aimes tellement les gens, t'es tellement dans ce truc un peu, on se renvoie la balle, etc. Je te verrais vraiment bien animer un jeu. Et je me suis dit, mais alors là, ça m'avait carrément jamais traversé l'esprit de faire ça en télé. Mais bon, tu vois, on n'y est pas encore. Hein. J'ai pas encore fait ça. Une image. Un souvenir, du coup. D'où ça sort? Comment tu sais? Parce que c'est pas mon parfum. Hein. Non, je sais que c'est pas le tien. C'est le parfum de ma mère. Je sais. Comment tu sais? C'est une image que j'ai recueillie comme ça parce que je voulais savoir ce qu'évoquait ce parfum pour ma toi. Mère. Bah oui. Ma mère et... Quel regard a ta maman sur sa fille aujourd'hui? Elle est fière? Ma mère, elle est hyper bienveillante. Elle n'est que bienveillance, en fait. Tu vas pas repleurer, hein? Je peux vraiment pleurer en parlant de mes parents. Je peux pleurer en parlant de ma mère parce que c'est vraiment le sacrifice et la définition du don de soi, du sacrifice et de l'amour vraiment inconditionnel que tu peux avoir pour tes enfants, ma mère. Et l'équité. On est 4 et je pense qu'il n'y en a pas une de nous 4. Elle a toujours dit « je vous aime différemment mais je vous aime autant ». Et on a vraiment grandi avec ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle nous aime différemment et on est toutes les 4 hyper différentes. Mais... 4 filles, c'est magnifique. 4 filles, c'est magnifique. Nous, on est 4 garçons. C'est vrai. Ouais. Je suis l'aîné. Et je me dis, 4 filles, ça doit être magique. Ouais, c'était super. Ça a toujours été super. Les liens, en plus, ont tendance vraiment à se resserrer maintenant qu'on est un peu plus grande et que nous aussi, on a passé toutes ces années où tu te cherches un peu, où tu te juges un peu, où tu es en compétition avec tes sœurs. On est hyper proches en âge. Et forcément, il y a eu des petits trucs qui passaient pas, quoi. Donc aujourd'hui, on recherche vraiment à être ensemble. Est-ce que tu as besoin de l'appeler régulièrement? C'est très bizarre le rapport que j'ai à ma famille parce qu'en fait, ils sont vraiment là pour ils sont vraiment présents dans mon cœur, dans ma vie. Mais je les appelle beaucoup moins sûrement que ce que je devrais faire. Est-ce que tu as besoin de leur avis quand tu termines un plateau, ou que tu as terminé une émission, ou que tu en commences une autre? Non, j'ai pas besoin de leur avis. Je pense que je l'ai eu. Peut-être que pendant un moment donné, j'aurais aimé, tu vois, par exemple, que mon père soit une sorte un peu de phare dans la nuit, ou qu'il me dise là, cette émission, j'ai pas compris pourquoi tu l'avais faite, ou là, ce choix, il est pas GG. Mais ils m'ont jamais jugée, en fait. Mais parfois, quand tu juges pas du tout et que tu laisses autant de liberté, t'as l'impression qu'on te délaisse. T'as l'impression qu'on te délaisse un peu. Mais moi, je pars vraiment du principe que les gens font ce qu'ils peuvent, en fait. C'est pour ça que je suis très indulgente face à des erreurs d'éducation ou quoi. Je me dis, les gens font tellement ce qu'ils peuvent, quoi. Avec leurs acquis. Avec leurs acquis, avec leurs histoires, avec leurs peurs, avec leurs névroses. Tu crois au transgénérationnel? Ah bah ouais.
Tu veux dire le transgénérationnel, c'est-à-dire le truc qui se transmet de génération en génération, c'est-à-dire être impacté par l'histoire de tes Bien sûr. aïeux, Ça, j'y crois énormément. D'ailleurs, j'ai fait grands-parents, un... arrière-grands-parents et autres. Moi, d'ailleurs, je suis persuadée que nous, on est une lignée vraiment quasiment que de filles ou de femmes. Il y a très peu d'éléments masculins dans ma famille. Et je sais, pour l'avoir vécu par exemple aussi, que moi, j'ai cassé un paradigme que les femmes de ma famille avant moi n'osaient pas casser, et que c'est moi qui me suis retrouvée à porter finalement en fait tout ce poids-là. Je parle de la séparation. Je suis vraiment issue d'une famille et de génération de gens qui ne se séparaient pas quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai cassé ce truc, mais quand je te dis casser un paradigme, je reprends vraiment en fait des termes qui m'ont été dits à l'époque par des psys. J'ai fait de la généalogie psychologique ou de la psy-généalogique, enfin, appelons ça comme on veut, ou en tout cas, on t'explique que bah oui, c'est comme un sachet de thé qui a infusé, quoi. Au bout d'un moment, tu es quand même la petite infusion d'un truc qui, avant toi, a infusé, qui est transmis. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, ma mère, parfois, elle va tenir des discours sur la peur, la séparation, des choses assez fondamentales dans la vie. Et je me dis, mais c'est dingue de continuer comme ça à transmettre des schémas à tes enfants qui ne sont pas ceux que tu as souhaités et qui, du coup, ne sont pas les bons. Mais en même temps, casser un paradigme dans une famille, c'est super dur. Absolument. D'abord, de le faire, faire, d'oser le faire et d'écouter ou d'entendre éventuellement les réflexions ou les remarques de ta famille qui n'est pas nécessairement au fait ou très ouverte à ça. Ouais, c'est super dur. Donc oui, je crois, oui, bien sûr, je crois au transgénérationnel. Il y a du bon, il y a du bon. Et il y a du moins bon. Mais il y a des héritages qui sont un peu Oui, il y a des héritages qui sont chiants et qu'il faut absolument en fait couper. C'est à nous de les couper. Une dernière photo. Oui. Albert Spano. Qu'on salue ici, qui est ton binôme sur RFM. Qui est mon maître. Pas mon binôme, c'est mon maître. Sur RFM, pour le morning d'RFM, sacré Albert, qui n'a pas changé. Ah ouais. Albert, typiquement, il fait partie des gens, je pense qu'Albert, il se connaît hyper bien. Je pense qu'Albert, il est hyper aligné. Je pense qu'Albert, il est fini. Fini dans le sens, c'est un être qui est d'une sagesse. Une sagesse. Et donc, pour moi, c'est génial d'être à ses côtés. Parce que, bon, non seulement j'apprends, et ça, c'est vraiment un peu le leitmotiv de ma vie, d'apprendre. Mais moi, j'ai toujours entendu des trucs pas cool sur des binômes en radio, avec des présentateurs qui étaient soit très misogynes, soit très égoïstes, soit juste dans un truc de on va prendre la nana à côté, comme ça, elle va te dire 2-3 trucs, mais bon, ça va être quand même moi, l'espèce d'homme alpha qui va dominer la chose. Albert n'est pas du tout comme ça. Il a une part de féminité qui est énorme. Du coup, moi, j'adore. Ça marche hyper bien, ça fonctionne hyper bien. Il est partageur, il est sympa, il est pro, il est drôle. Il a vraiment pas de défaut, Albert Spano. C'est très agréable de bosser avec lui. Absolument. Et c'est un vieux de la vieille maintenant. Ouais, il a de la bouteille. Il a de la bouteille, évidemment. Donc, on te retrouve tous les matins sur RFM. Ouais. Tu aimes ça ? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Malgré la rigueur des matinaliers et attention aux prises de poids et autres. Hein. Tu sais alors là, par contre, c'est 16 croissants chaque matin. Ça, c'est un peu terrible, chaud. Terrible. Ouais. Sur les coups de 9-10 heures, tu as juste envie de t'envoyer un steak frites. Quoi, mais c'est clair. Avec un petit verre de vin qui va. Qu'on consomme avec modération. Là aussi, belle collaboration. Mais William L'énergie, qui fait la préface de ton ouvrage. De mon bouquin, trop sympa. William, de toute façon, je lui ai dit, je le redis, c'est vraiment un papa. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour moi. Mon père l'adore d'ailleurs, donc comme ça il n'y aura pas d'embrouille. Non, mais en fait, ce que j'adore chez William, ce que j'adore chez les gens qui sont évidemment plus âgés que moi aussi, c'est la sagesse qu'ils peuvent avoir, la bienveillance. William, qu'est-ce qui
peut faire d'autre avec moi que de me transmettre tout ce qu'il sait déjà, sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Il est sympa parce qu'il partage avec moi vraiment ses anecdotes quoi, de vie. Je pense qu'il l'a toujours fait. Il l'a fait, je me souviens, à Télématin. Il a toujours été entouré de femmes, William. Donc, les nanas qui vont dans son bureau pour pleurer, pour dire « mais là, ça va pas, mais ce matin, mais mon mec, mais mon truc, machin ». En fait, il est hyper de bons conseils. À l'écoute. Il est à l'écoute. On s'assoit dans son bureau, on discute et au bout d'1 heure, on se dit on a pris une petite leçon de vie dans la tête. En tout cas, Caroline, c'était un petit exercice. C'était génial. C'était émouvant. Très, Un tour du monde en France avec ses 30 destinations. C'est vraiment une petite bible. C'est bourré d'infos intéressantes et effectivement, il n'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde pour avoir des paysages somptueux et des endroits extrêmement dépaysants d'une région à l'autre. Et tout ça est répertorié. En tout cas, il y aura un volume 2 ? Alors, il y a une autre idée en tête, c'est pas vraiment un volume 2, mais c'est autre chose qui se prépare, ouais. Chez Hugo Images, avec une préface donc de William Lémergie. Et on retrouve Caroline d'abord sur RFM tous les matins avec Albert Spano à partir de 6h. Donc ça fait un petit réveil à... Ça fait un petit réveil à 5h. Un petit réveil qui pique. Mais bon, c'est le bonheur de réveiller les gens à la radio, c'est extraordinaire et ça me manque beaucoup aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de fort. Et puis évidemment le midi avec William. Avec William Lémergie. Et il faut que tu y ailles. C'est pour ça que je te libère. Merci Caroline. Merci Marc. Merci infiniment. Je suis très content de cette belle... je trouve que tu as une belle âme. Je trouve que tu rayonnes, et ça, tu es solaire, c'est vrai. Et je trouve que tu as cette fragilité. Parce qu'on l'a senti, hein, ta fragilité, elle est là. Elle est belle. Et en même temps, elle te permet justement de te remettre. Oh non, chouchou, tu ne vas pas pleurer toutes les 2 secondes. C'est horrible. Non, mais c'est ça, mais ça me touche profondément. Tu sais que j'ai fait des émissions avec des gens. Pareil, j'ai dû arrêter à un moment donné tellement c'était. En plus, on est dans ce cadre-là qui est propice à ça. Écoute, franchement, tu as créé aussi une ambiance qui fait qu'on est vite dans le lâcher-prise. On se laisse aller, ouais. Mais ça fait du bien parce que voilà, on est tous faibles et forts en même temps, je pense. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur ABC avec une nouvelle émission. Partagez comme d'habitude. Salut.